Yo, on se retrouve pour le 3e épisode de ce podcast. On a les mêmes tenues parce qu'on enchaîne après le 2e. Et si je sais pas qui on est, je suis accompagné de Ryan. Et moi, c'est Héroïne. On a créé l'agence Creative Lab qui accompagne les marques e-commerce à faire des pubs et à scaler. Donc, si tu as une marque et que tu fais déjà un peu de thunes, tu dépenses environ 50 000 € par mois, contacte-nous en bas, on peut te faire monter à 150 000. Ryan, à toi de jouer. On enchaîne. T'es Allez. prêt? Tu te souviens du podcast juste avant? Oui. Je t'ai fait le pitch d'un produit. Oui. Et on va enchaîner On avec commence. un autre produit. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je montre aux gens. Cleaner caméra. Hein, t'as ça chez toi? Ouais. Tu l'as utilisé ou pas? Ouais. Il est Mais lavé? il est propre, oui. Non, j'ai tout laissé. Dégueulasse. En gros, pour expliquer rapidement, c'est un truc pour Ok, nettoyer les oreilles. Et t'as une ok, caméra. c'est trop bien. Et tu connectes à ton tel et tu as une caméra et tu Et vois. du coup, ça marche vraiment? En vrai, moi, je sais bien, ouais. Ok, intéressant. Ok, donc là, même exercice, c'est que je vérifie un peu à qui s'adresse. Déjà, c'est quoi les arguments, c'est quoi les objections, à qui ça s'adresse. Si je récapitule, c'est un truc qui nettoie les oreilles, mais qui te permet de voir, Pour bien nettoyer, en gros. c'est ça. Le premier truc que ça m'évoque, c'est que les cotons-tiges, on a tous utilisé ça pour nettoyer les oreilles, Alors que c'est pas bon. et ça, on n'a pas le droit. Mm. Donc maintenant, ils ont arrêté de vendre des cotons-tiges, un truc comme ça. Je sais plus. Non, ils en vendent. Enfin, on sait maintenant qu'on peut plus nettoyer ses oreilles. Quand on utilise, du coup, il n'y a pas de solution pour nettoyer ses oreilles, à part ça. Donc ça, c'est top. On voit, du coup, il n'y a pas le risque de se percer le tympan. On voit ce qu'on fait. On ne pousse pas la cire humaine. Il y a des problèmes à jouer là-dessus. Maintenant, en podcast, comment on peut le faire? Soit on fait le truc what the fuck, c'est-à-dire que je suis en train de le faire, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Soit on parle directement, on fait un podcast un peu naturel, c'est-à-dire qu'on parle directement de... Hey, t'as vu que les cotons-tiges, derrière, il y a écrit à ne pas se laver les oreilles avec. Non, jure. On va faire ça. Ok. En gros, il y en a un ou deux qui va jouer le rôle du mec qui apprend à l'autre. Donc, ça va être moi, je pense. Donc, toi, tu me pitches. Ouais, donc en gros, moi, je vais te dire hey, t'as vu que t'as pas le droit de te laver les oreilles avec coton-tige? Toi, tu vas jouer le mec qui sait pas. Et moi, je vais te dire pourquoi on se lave pas les oreilles avec coton-tige. Et du coup, tu vas un peu craindre. Tu vas putain, j'ai des bouchons et tout. Du coup, tu te laves les oreilles comment, toi? On va dire, moi, je vais dire, j'ai découvert ce truc-là. T'as capté? Ok, ouais. Ok, là, j'ai le choix, je peux faire de deux manières. Je peux dire, hey, Ryan, t'utilises des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles? Genre, bah ouais, pourquoi? Ou alors, je dis, ouais, on va faire ça. Je pense que c'est mieux, ouais. Hey, Ryan, t'utilises des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles? Bah ouais. Tu sais que t'es pas censé utiliser ça. Hein. Comment ça? Tu sais qu'en gros, tu regarderas à l'arrière de ton paquet de cotons-tiges, il y a écrit à ne pas se mettre dans les oreilles. Ah bon? Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Moi aussi, je fais ça. Mais en fait, c'est dangereux parce que les cotons-tiges, quand tu le mets dans tes oreilles, ça pousse juste la cire humaine. Donc en fait, ça te crée des bouchons, ça te lave pas. T'as l'impression que ça te lave, mais tu fais que pousser le truc. Après, il n'y a rien d'autre en vrai pour nettoyer. Bah si, en vrai, il y a un truc. Je teste un truc justement, c'est pour ça que je t'en parlais là. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Ear Cleaner 360. En fait, c'est un truc, ça ressemble à ça. Et tu vois, là, il y a un petit tige au bout là. Ouais. Et en fait, c'est un truc que tu mets dans tes oreilles et il y a une caméra. Ça projette ça sur ton téléphone et tu vois ce qui se passe dans ton oreille. Et avec ça, tu peux venir chercher le cérumen. Tiens, attends, regarde, j'ai filmé la dernière fois, j'ai enregistré mon écran là. Regarde. Ouais. Ah ouais, tu vois tout. stylé, hein. Putain, ouais. Tu vois que genre le Ok, tympan, ah. tu t'arrêtes sur le tympan, tu vois. Ouais, Et frère, la sensation quand t'as les oreilles propres, tu vois, je sens Ok. genre c'est léger, tu vois. j'imagine. Mais ce truc-là, ça coûte grave cher, non? Pas du tout, frère, ça coûte 19 €. Ah ouais? Ouais, c'est pas cher, c'est trop quali. Non, franchement, c'est quali. Tu vas voir ça sur Ear 360 Cleaner. Je pense que tu vas kiffer. Vas-y, merci, je vais regarder Pas ça. de soucis. Rien, tu utilises des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles? Bah ouais. Tu sais que t'es pas censé utiliser ça. Hein. Comment ça? Tu sais qu'en gros, tu regarderas à l'arrière de ton paquet de cotons-tiges, il y a écrit à ne pas se mettre dans les oreilles. Ah bon? Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Moi aussi, je fais ça, mais en fait, c'est dangereux parce que les cotons-tiges, quand tu le mets dans tes oreilles, ça pousse juste la cire humaine. Donc en fait, ça te crée des bouchons, ça te lave pas. Après, il n'y a rien d'autre en vrai pour nettoyer. Bah si, en vrai, il y a un truc, je teste un truc justement, c'est pour ça que je t'en parlais là. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Ear Cleaner 360. En fait, c'est un truc, ça ressemble à ça. Et tu vois, là, il y a un petit tige au bout là. Ouais. Et en fait, c'est un truc que tu mets dans tes oreilles et il y a une caméra, ça projette ça sur ton téléphone et tu vois ce qui se passe dans ton oreille et avec ça, tu peux venir chercher le cérumen. Et tiens, attends, regarde, j'ai filmé la dernière fois, j'ai enregistré mon écran là. Regarde. Ouais. Ah ouais, tu vois tout. stylé, hein. Putain, ouais. Tu vois que genre le Ok, tympan, genre, ah. tu t'arrêtes sur le tympan, tu vois. Ouais. Et frère, la sensation quand t'as les oreilles propres, la chance, genre c'est léger, tu vois. Mais ce truc-là, ça coûte grave cher, non? Pas du tout, frère, ça coûte 19 €. Ah ouais? Ouais, c'est pas cher, c'est trop quali. Non, franchement, c'est quali. Tu vas voir ça sur Ear 360 Cleaner. Je pense que tu vas kiffer. Vas-y, merci, je vais regarder Pas ça. de soucis, tout con. Classique. Et là, on est sur l'angle de. Enfin, là, l'angle, ça sera toujours le même, je pense. Enfin, après, je peux insister sur ça te perce les tympans, c'est pas bien et tout. Là, on a fait ce hook-là. On pourrait faire la deuxième variante où je suis comme ça. Ouais, et moi je te dis qu'est-ce que tu fais? Ouais, je fais, mais tu fais quoi là? Je fais, mais tu te laves les tympans. Enfin, bref, j'explique le truc comme tout à l'heure, tu vois. Là, on n'a pas réfléchi aux objections, mais on aurait pu dire ouais, c'est pas dangereux ton truc. Ouais. Genre, tu pourrais me dire mais t'es sûr que tu vas pas te percer c'est validé par les ophtalmos, je sais pas quoi. Je fais, mais en fait, là, il y a une caméra, du coup, tu vois tout. Quand on tue, c'est pire, tu le fous de là-dedans et tu peux te percer les tympans. Là, tu vois, en fait, tu vois. Et t'as pas besoin de bac plus 5 ou quoi. À la vidéo, tu peux mettre des inserts de la caméra et tout. Tu peux dire, t'as pas besoin d'être médecin pour faire ça, genre, tu peux le faire toi-même, tu vois.
HD display, Wi-Fi connection. Du coup, ça connecte bien un téléphone. Ouais. Attends, vas-y, allume-le, je crois qu'on peut le faire rapidement là. Vas-y. Et c'est tellement satisfaisant en plus. Comment on fait? Ah, c'est Wi-Fi. Ouais. Ah, c'est stylé. Ça coûte combien? Je sais plus, ça fait tellement longtemps. Attends, je montre aux Ouais, gens. tu T'as vois. un fil de confidentialité ou pas? Vas-y, essaie de le mettre quelque part, par exemple. Ah ouais. Mets-le genre devant l'entrée. Ah ouais, ok. C'est pas mal, hein? Ouais. Ah, c'est bien. Et du coup, tu peux foutre des vidéos comme ça. Un autre hook que je pourrais faire, c'est faut que je te montre une vidéo. Regarde. Ok, ouais, là Moi, on c'est quoi voit. ça? C'est mon En oreille. plus, il est sale là. Là, tu nettoieras la cam pour ça. Vas-y. C'est mon oreille. Tu fais, comment ça, c'est ton oreille? Il fait, en fait, c'est un truc où j'ai nettoyé mes oreilles avec, c'est trop bien. Tu sais que Ça, t'es pas c'est censé bien. utiliser des cotons-tiges pour nettoyer les oreilles? Ah bon, comment ça? Non, 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 non. Et tu vois, on n'est pas en train de lire un script, c'est pas, on n'est pas en mode. On n'est pas en mode. T'utilises quoi pour nettoyer tes cotons-tiges? Hmm. J'utilise pour nettoyer Ouais, tes c'est oreilles. plus naturel quoi. Voilà, pour l'exercice. C'est rapide à faire en vrai, tu vois, c'est pas casse-tête, c'est facile de faire des exercices, en vrai, c'est facile. Non, mais là, c'est la base. Oui. Après, tu Le prends problème, c'est plus quand la il faut tête. beaucoup plus itérer et changer de Ah. nouveaux trucs et tout. Le but, c'est juste d'en faire plein. Fais plein de hooks. En mode, tu réfléchis à plein de hooks. Enfin, normalement, le but quand t'es en podcast, c'est de se dire ok, comment je rentabilise mon temps? Quels sont les différents scénarios que je peux mettre en place? Et il faut que tu crées des scénarios qui te laissent. Là, si tu as vu, c'est qu'on a créé des scénarios pour laisser la possibilité de pitcher. Le scénario, c'est on parle de coton-tige. Mais je pourrais être directement là et tu me dis mais qu'est-ce que tu fous? C'est un scénario que je crée. Ou t'es là, t'es en mode comme ça. Je fais mais tu fais quoi? En mode Ça me gratte dans les ouais. oreilles. Tu fais mais tu te laves pas les oreilles? Bah non, on m'a dit qu'il faut pas se laver avec les cotons-tiges. Mais utilise ça, tu vois. Ou il y a quoi tu peux dire, tu sais que la dernière fois, je suis allé voir une ORL et tout là. Elle m'a retiré ça de cérumen, frère. Mais tu te laves pas les trucs. Bah non, on n'est pas censé te laver avec les cotons-tiges. Hop, t'essayes ça, tu vois. Tu peux faire plein de trucs. Tu réfléchis à des scénarios. C'est quoi les scénarios que tu peux mettre en place? C'est quoi les problèmes que les gens ils pourraient avoir? Des objections. Voilà, les objections. Mais tu vois, quand je dis les problèmes, c'est mal aux oreilles, bouchon d'oreille, oreille sale, j'en sais rien. Ou genre, tu es en mode, rien de ton oreille vite fait. Ah ouais, tu te laves pas les oreilles, toi? Non, 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 non. Voilà, tu te crées des opportunités. On passe à la deuxième section jeu où je vais t'envoyer des créas. Faut que je te dise, espérons que tu fasses mieux que. Comment je me suis fail à l'épisode 2. Alors, qui est-ce? Jaffi. Croquette bon marché versus croquette sur mesure. Quelle différence? Je vous explique tout de Oula. suite. Croquette bon marché versus croquette sur J'aime bien mesure. le hook, c'est clair, c'est concis, on sait direct qu'on va comparer deux croquettes de croquettes. Quelle différence? Je vous explique tout de suite. Déjà, zoom sur la compo. D'un côté, on a une liste d'ingrédients à rallonge avec Ça, c'est des ce que j'ai sucres, beaucoup fait, la additifs chimiques, compo. un faible niveau de protéines animales qui peuvent Ok, nuire à la santé du chien. de regarder l'autre. Les croquettes pour chiens et chats. Start-up pour proposer des croquettes, je dirais, adaptées. Cette entreprise C'est vous quoi les propose vues, là Là, il y a 350 000 et 60 000. Les croquettes pour chiens et chats. Start-up pour proposer des croquettes, je dirais, adaptées. Cette je me rends compte que entreprise c'est vous dur, hein. propose d'adapter le type de croquette à votre animal. On remplit un questionnaire sur le profil Ah, du c'est chien. dur parce qu'en Donc, vrai, ça les va deux, être elles sont Lara. objectivement bien. 350 et combien? 60. Les J'aime croquettes. bien les trucs médias, c'est toujours rassurant. Généralement, les médias, quand elles marchent longtemps. C'est le piège. C'est comme les trucs Founder Story, c'est que soit ça marche pas du tout parce que les gens s'en foutent du hook là, soit ça marche longtemps. Les croquettes pour chiens et chats. Start-up pour proposer des croquettes, je dirais, adaptées. Cette entreprise vous propose d'adapter le type de croquette à votre animal. J'aime bien, mais le hook il fait trop retargeting. Les croquettes pour chiens et chats. Le titre, c'est découvrir pourquoi autant de médias Sarah Jaffi. Je sais pas ce que c'est Jaffi, mais après elle le dit à l'oral. Chiens, chats. Des croquettes pour chiens et chats. Les croquettes Donc ça pour chiens compense, c'est et pas mal. chats. Start-up pour proposer des croquettes, je dirais, adaptées. Cette entreprise vous propose d'adapter le Et type. là, il y a une petite répétition, c'est un peu con, mais genre, Mm. elle dit les croquettes pour chiens, la meuf elle dit cette entreprise vous propose d'adapter, et après il y a la voix qui dit cette entreprise adapte les trucs. Genre, Les croquettes pour chiens et chats. Start-up pour proposer des croquettes, je c'est dirais, startup pour proposer des croquettes adaptées, et là, Cette entreprise vous propose d'adapter le type de croquette j'aurais commencé directement par à votre ça. animal. On remplit un c'est questionnaire pas sur facile, le profil du chien. Donc, c'est la On va race, regarder l'autre. Croquette bon marché versus croquette sur mesure. Quelle différence? Je vous explique tout de suite. Déjà, zoom sur la compo. D'un En côté, fait, il suffit on que a une l'autre, ça liste soit une créa d'ingrédients à retargeting qui tourne depuis un moment. Mais là, j'ai envie de dire avec des sucres, la première. C'est ça. Bravo, la première Celle-là, c'est la- 350 000. Ok, d'accord. croquette bon
Franchement, ça aurait marché pu être l'autre, hein. versus croquette Ouais. sur Je pense mesure. que l'autre, Il y elle a a dû tourner, mais sous d'autres formats, sous Il y a d'autres moyen. exemplaires. Ouais. Croquette bon marché versus croquette Parce que là, dès sur le début, mesure. en fait, c'est plus haut dans le tunnel. L'autre, c'est cette start-up qui fait des trucs personnalisés. Mm. T'as compris, mais si t'as vu Jaffi avant, c'est mieux. Si t'as pas vu Jaffi, tu dis Mm. bon. Là, tu peux ne pas connaître Jaffi, tu vas dire ok, on va parler de croquettes. C'est cool, j'ai un animal, c'est cool, tu vois. Mm. Donc il y a plus de potentiel d'audience grande avec là-dessus, tu vois. Croquette bon marché versus croquette. Un point. Bien joué. Ok. Et c'était pas évident, en vrai. C'était Prochaine franchement, je marque. pense. Spring. Ouh là là, Pimpant. Spring et Pimpant. Mais tu sais que je connaissais pas. J'ai Tu sais que découvert. c'est hier. mes deux concurrents sur 900 là. C'était mes deux concurrents. c'est mes Némésis là. Mais pourquoi tu fais ça, maman? Ça c'est Sharp, Big Up Matisse. Mais pourquoi tu fais ça, maman? Bah, jette de la lessive, pourquoi? C'est quoi les vues? On a besoin pour faire les Il y a 1,7 million et Ouf. 700 000. Ouh. Donc les deux ont quand même bien spend. Non, mais tu crois vraiment qu'on a Bon, besoin j'aime de bien ça? ce format parce qu'il est original, il a été beaucoup fait maintenant, mais il est quand même pas mal. Je pense que si la créa elle existe depuis 6-7 mois, c'est un bon format qui a bien démarré. Mais pourquoi tu fais ça, maman? Bah, jette de la lessive, pourquoi? Mais on en a besoin pour faire les machines, maman. Non, mais tu crois vraiment qu'on a besoin de ça pour les machines? J'aime bien le ma fille, POV c'est parce que rempli- c'est un format original. Le hook, il est dynamique. Je n'ai fait plein des trucs comme ça. C'est visuel dès le début, c'est des 35-40% de hook rate. Pourquoi tu fais ça? Petite curiosité, on sait que ça va parler de lessive. Donc si tu as déjà vu un truc de lessive avant et que tu sais qu'il y a un truc sur la lessive qui est pas génial, tu as la ref ici, t'es pas totalement perdu. Bah, jette de la lessive, pourquoi? Et Mais du on coup, en- la meuf, elle arrive, mais tu fais quoi? En fait, ce qui est bien, moi j'avais fait pareil, c'est que tout le monde achète de la lessive et tout le monde jette de la lessive. Et là, on se dit, mais pourquoi la meuf, elle agresse une meuf qui jette de la lessive? Moi aussi, je fais ça. C'est quoi le problème? Là, ils veulent comprendre, tu vois. Pour faire les machines, maman. Non, mais tu crois vraiment qu'on a besoin de ça pour les machines, ma fille? C'est rempli de produits chimiques, de matières controversées. C'est composé à 75%. On explique pourquoi c'est nul, ok. C'est le pitch classique de Spring. 900 quarts de la lessive, t'as vu un truc. Tu trouves ça absurde? Et pourtant, c'est ce que tu fais tous les jours avec tes lessives. Tu trouves ça absurde, vous aussi? Les grandes marques contiennent C'est clairement un pitch 900 quarts, ça. J'arrive pas à le mettre en plein écran. tous les jours avec tes Ah, lessives. j'arrive pas à le La mettre au plupart début. des lessives de grandes marques contiennent 75% d'eau. Pourquoi? Parce que ça Les deux, elles coûte sont moins bien. cher à la fabrication Mm. et aucun. En fait, ce truc-là de. Enfin, Tu trouves ça l'un des absurde? formats qui a potentiellement. Enfin, les messages qui peuvent durer longtemps, c'est quand t'éduques les gens. Là, on te dit une lessive, ça a 75% d'eau. Nous aussi. Et pourtant, c'est ce que tu fais tous les jours avec tes lessives. La plupart des lessives de grandes marques contiennent 75%. C'est lancé aux mêmes dates, les deux. Ouais, les deux en avril. Pourquoi? C'est Parce kiff que ça kiff, coûte hein. Mais pourquoi tu fais ça, maman? Bah, jette de la lessive, pourquoi? Mais on en a besoin. Je dirais que la deuxième, c'est la meilleure. Et c'est faux. C'est la première Ouais, c'était la première. En vrai, c'est 1 million et 700 000. 1,7 million et l'autre 700 1 000. million 7 et 700 000. Ok. Ouais. Bah, bien joué, Mathis. Non, de les deux gars, c'est des bonnes vidéos. On avait pas mal de questions et sujets à ce moment-là. C'est comment tu vas analyser une créa et comment tu vas gérer les variations et tout ce qui en suit. Comment tu vas analyser une créa? Alors, il faut savoir qu'analyser une créa, c'est le truc le plus compliqué à faire. Quand tu es créateur de stratégie, je pense que tu le sais, tu le comprends. En fait, comprendre les KPI, etc., je peux te l'apprendre assez facilement. Mais le truc le plus complexe, c'est quand tu vas te retrouver sur ton compte pub et que tu vas regarder les créas et tu vas te dire Roy, il m'a dit que ça et ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais là, je comprends pas pourquoi la créa n'est pas bien alors que tout ça, c'est bien. Et tu vas pas réussir à apprendre des choses des fois. Donc, en gros, si je vous fais une petite masterclass là, voilà les indicateurs que j'aime bien analyser. Hook rate, quelle est la part des gens qui ont regardé plus de 3 secondes de la vidéo? Ça mesure l'impact du début de ta vidéo, ton hook. Hold rate, c'est la même chose mais sur 15 secondes. C'est combien de lectures de vidéo de 15 secondes tu as eu sur 3 secondes de lecture? Il y en a qui calculent ça 15 secondes sur impression. Donc ça dépend du calcul. Moi, je calcule ça sur les 3 secondes. CPM, CTR, CPC. Coût par âge au panier. ROS, CPA. Et en gros, quand tu analyses une créa en phase de testing, tu ignores un peu le taux de conversion. En tout cas, tu ne le regardes pas trop parce qu'un ou deux achats après, ça va te fausser totalement la donnée. Quand tu dépenses 100 € pour des pubs et que tu as fait 2 ventes, il suffit que tu en aies fait une troisième, tu te retrouves avec un CPA de 50 à 30. Ça change trop la donne. Et du coup, moi, je vais regarder si la créa, elle est divertissante. Est-ce qu'elle hook? Est-ce qu'elle hold? Est-ce qu'elle a un bon durée de lecture moyen? Si elle a un bon durée de lecture moyen, c'est parce qu'elle hook et elle hold bien. Donc, je regarde déjà, est-ce que je peux optimiser le hook et le hold en testing? Et est-ce que déjà, le truc, est-ce qu'il y a une variante qui hook plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a une variante qui fait tenir plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a une variante qui fait plus cliquer qu'une autre? Et en fait, quand tu analyses tes créas, tu regardes toutes ces métriques-là,
Mais tu gardes en tête que le seul truc que tu peux améliorer, c'est ton hook et ton hold. Tu peux pas améliorer le clic d'une créa. Ta créa, elle clique ou non en fonction de tout ce que tu as fait. En fonction du concept, du message, du rythme, de plein de choses. Et ça sert à rien d'améliorer une créa, autant en faire une nouvelle. Le seul truc que tu peux améliorer, c'est le hook et le hold. Tu peux changer le hook du début, tu peux améliorer les plans, changer d'ordre, retirer un plan pour essayer d'améliorer ton hold, c'est tout. Tu pourras pas améliorer le coup par clic, ni le coup par panier d'une créa. Ni le CTR, ni le CTA, ça, tu pourras pas. C'est pas en changeant ton CTA à la fin que tu vas améliorer ton taux de conversion. Et du coup, la question, c'était comment tu analyses. Il y a plusieurs étapes d'analyse. Déjà, quand tu vas sur ton compte, tu regardes la créa, tu regardes les perfs globales de la créa, c'est-à-dire toutes variantes confondues. Tu regardes les perfs globales, est-ce que la créa, elle est bien? Et après, tu prends une décision. Ensuite, tu regardes quelle version de cette créa-là est meilleure qu'une autre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en apprends? Ah, la V2, elle est meilleure parce qu'elle hook mieux. Par contre, la V3, elle convertit... Enfin, le coup par panier, il est plus bas. Ça veut dire, attends, que la V2, les mecs, ils accrochent mieux, mais dans la V3, les mecs, ils ajoutent plus au panier. Qu'est-ce que j'ai dit dans la V3 qui semblait intéressant? Qu'est-ce que j'ai dit dans la V2 qui semblait hooké? Est-ce que je peux faire un mélange des deux? Tu apprends tout ça. Ensuite, tu vas regarder le breakdown par âge, placement et sexe. Et tu vas essayer d'apprendre des choses. Quand tu vas regarder par âge, quelle créa a dépensé sur quelle tranche d'âge, tu compares ça au reste de tes créas, au reste de ton compte. Est-ce qu'il y a un comportement différent ou pas? S'il s'avère que historiquement, tes meilleures créas elles dépensent sur des 25-35 et que là, ta créa a dépensé sur des 40 en plus et que ça n'a pas marché, bah, tu sais que ça n'a pas marché parce que ça n'a pas dépensé sur l'audience sur laquelle tu es bon. Si ça a dépensé sur des 40 plus et qu'en plus c'est bon, c'est-à-dire que là, il y a une nouvelle audience que tu as exploitée et que tu peux exploiter encore plus. Donc tu regardes ça. Tu regardes le breakdown par placement. Si historiquement, tes meilleures créas sont sur du Reels Insta et que là, c'est sur du feed Facebook et que ça marche pas, tu sais que tu n'as pas targeté le bon placement. Si c'est sur du feed Facebook et que ça marche bien, tu sais qu'ok, très bien, cette créa-là, elle a exploité un nouveau placement. Et du coup, pourquoi? Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a des créas qui parlent à certaines personnes et il y a des formats qui parlent sur certains placements. La même créa ne va pas aussi bien marcher sur du feed Facebook qu'en story Insta ou qu'en Reels Insta. Chaque placement a ses spécificités, tu vois. C'est un peu cliché de dire ça, mais les vidéos courtes, naturelles, organiques ou animées, ça marche sur le story. Les créas courtes, dynamiques, comme on a vu celle de short, ça marche sur du Reels. Les créas plus longs, médias, 3 minutes, chill et tout, ça marche plus sur du feed. Donc regarde tout ça, prends le réflexe de comprendre tout ça, de le noter dans ta tête ou noter dans un coin de ton notion, quoi. Et en fait, tu vas regarder, du coup, il faut essayer de voir, déjà au global, est-ce que la créa a bien marché? Pourquoi? En fonction de tes métriques. Et quelle variante marche mieux? Et du coup, hook, tu regardes quel hook a mieux marché qu'un autre. Est-ce que tu as un hold qui est meilleur qu'un autre? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu peux avoir une créa qui a un hook à 45% et un hold à 20% et une autre qui a 40 et 40? Bah, peut-être que le premier, c'était juste un hook un peu trop putaclic. Et donc, en fait, c'est pas évident. Je pense que ça, en vrai, ça mériterait une vidéo entière. Là, je t'ai fait une petite ébauche. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo entière. Parce qu'en soi, je pourrais t'expliquer comment faire une analyse. Et après, le plus compliqué, c'est de le faire et de regarder. Et là, il faut juste, c'est pour ça que je reviens à la curiosité, il faut juste être curieux et se poser toutes les questions possibles, imaginables. Et au bout d'un moment, tu n'auras plus de réponse. Genre maintenant, quand moi, je regarde une créa, j'ai le réflexe de, OK, je vois vite fait, tu vois. Mais au début, je sais que au début, je t'ai perdu. Je me disais, c'est pas possible, je comprends rien, tu vois. Et des fois, tu n'apprendras rien d'une créa. Des fois, tu as des hooks qui ont marché, d'autres, des holds, des... Tu vois, des fois, tu n'apprends rien. Et c'est pas grave. Mais juste prends le réflexe d'analyser et tu verras que tu as des réflexes, des automatismes qui vont arriver petit à petit. Est-ce que la créa est bien dans son ensemble? Est-ce qu'il y a une variante qui est meilleure qu'une autre? Qu'est-ce que j'en apprends? Est-ce que le placement, l'âge sont différents? Qu'est-ce que j'en apprends? Et je fais des conclusions, je fais des hypothèses et j'essaie d'améliorer. Et c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu analyses. Il faut que je fasse une vidéo, je procrastine de fou parce que c'est compliqué à faire. Et sinon, tu as la formation, je l'ai fait dans la formation. Et tu peux rejoindre la formation. Tu penses que c'est quoi l'erreur que la plupart des gens font par rapport à l'analyse des créas? C'est d'analyser pas les bonnes métriques. C'est déjà se fier au ROS alors qu'ils sont en testing. Ignorer le hook et le hold alors que c'est là où ils ont le plus de levier pour améliorer une créa. Avoir des bêtises concrètes, c'est-à-dire que se dire j'ai un CTR bas, je vais améliorer le CTA. Non. Pas creuser le breakdown par âge et par placement. Et après, des règles de base, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est un montant significatif. C'est-à-dire qu'ils voient qu'une créa a dépensé 300 € avec un ROS moyen, une autre qui a dépensé 20 € avec un bon ROS. Ils vont se dire que celle à 20 €, elle est bien. Et ils ne comprennent pas mathématiquement que le ROS, il est biaisé. C'est-à-dire j'ai déjà eu des cas
où il y a un gars qui va me dire la créa 1, elle a dépensé 300 balles, elle a un coupage au panier à 5 €, mais un ROS à 1,2, donc je la coupe. Et la deuxième, elle a dépensé 100 balles, elle a un coupage au panier à 10 €, donc 2 fois plus supérieur à la deuxième, mais elle a un ROS à 3 €, à 3, donc je vais la scaler. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'à un achat près, le ROS, il passe non pas de 3, mais à 2, enfin un achat en moins. Et le coût par âge au panier, sur lequel tu as eu plus d'âge au panier, dans le premier, tu as eu, je sais pas, 20 âges au panier, dans le deuxième, tu en as eu 15. Dans le premier, tu as eu 20 âges au panier, 5 conversions. Dans le deuxième, tu as eu 15 âges au panier, 6 conversions. En gros, tu as plus d'âge au panier que d'achats. Donc, plus, en mathématiques, plus tu as d'événements, plus tu as de quelque chose, La data. voilà, plus c'est significatif. Si sur une créa, j'ai 100 âges au panier et que j'ai un tel coup par âge au panier, ça sera plus fiable qu'une créa qui a 3 âges au panier et qui a un tel coup par âge au panier, tu vois. Donc juste, il faut comprendre les bases comme ça mathématiques, comprendre que... je vais pas dire un truc, c'est... Une des métriques les plus importantes, c'est le spend. Si une créa dépense beaucoup en testing, c'est que Meta estime que c'est la meilleure. Et donc en fait, je reviens sur une analyse. Quand je dis analyse au global, analyse chaque créa, analyse le placement et tout, j'ai oublié de dire, regarde quelle créa a le plus dépensé, essaie de comprendre pourquoi et regarde si c'est d'accord avec Meta. Par exemple, je ne sais pas si on avait le cas, si c'était avec toi qu'on avait le cas récemment. Non, c'était pas avec toi, c'était un autre client. Où Meta, il a dépensé sur une créa, mais c'est cette créa-là, elle avait tous les metrics moins bien que les autres. Du coup, ça c'est le cas chiant parce que Meta, il te dit, frérot, moi j'ai bien aimé la V1, sauf que toi, quand tu analyses tout, tu te rends compte qu'elle a des métriques en tout point inférieurs à la V2. Et là, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de réponse. Soit tu dis, je fais confiance à Meta parce qu'il connaît quelque chose que je ne connais pas et il va je laisse pousser la V1. Ou alors tu dis, je vais couper la V1, je te fais pousser la V2 parce que j'estime que la V2, vu les métriques qu'elle a, même si elle a moins de spend, elle est meilleure. Et là, il n'y a pas de réponse, on ne saura pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai souvent tendance à dire que Meta a raison, mais en fait, j'ai déjà vu qu'il avait tort des fois. Des fois, c'est moi qui avais tort. En fait, il faut comprendre que Meta, s'il pousse une créa, c'est parce que c'est dans sa stratégie globale, il se dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais sauf que nous, on ne la voit pas, sa stratégie globale. Donc, on va se dire, je vais couper la V1, alors que c'est celle-là qui a spend le plus, mais elle a des métriques qui sont moins bien que la V2. Mais ça se trouve, la V2, avec le même niveau de spend, elle n'a pas du tout les mêmes impacts sur le compte au global, tu vois. Donc, voilà un peu, mais il faut que je fasse une vidéo dédiée, sinon en formation. Mais du coup, à partir de quel moment tu sais que X spend ou X ajout au panier, ça devient significatif? Il y a des outils sur Internet qui permettent de faire ça. Mais en gros, ça dépend de ce que tu juges. En fait, mathématiquement, il y a un équilibre entre le nombre de variantes que tu as versus l'écart de résultats que tu as. Donc, tu peux taper sur Google Statistics Significantly ou demander à ChatGPT, tu verras qu'il te donne une valeur. Mais bref, c'est des maths un peu avancées que j'ai pas fait, que c'est Émeric qui m'a expliqué, à 900 K. Mais tu peux regarder ça sinon. Sinon, tu fais au feeling. Moi, je fais au feeling. Et en fait, le feeling, c'est quel est l'écart de résultat versus l'écart de spend. Si j'ai un gros écart de résultat, c'est-à-dire que j'ai un ROS qui est total... Sur la première version, j'ai un ROS de 5. Sur la deuxième, j'ai un ROS de 1. La première, elle a dépensé 400. La deuxième, elle a dépensé 300. C'est-à-dire que l'écart de résultat, il est gros, mais l'écart de spend, il n'est pas si gros que ça. Je me dis, c'est bon, la première, même si elle a dépensé moins, elle a des perfs largement meilleurs. Mais si tu veux te rassurer, tu remontes dans un tunnel, tu remontes dans le tunnel plus haut, tu regardes le coût par âge au panier. Là, tu auras plus de coût par âge au panier. Donc tu regardes, ah là, j'ai eu beaucoup plus de coût par âge au panier que l'autre, même si l'autre, elle a moins dépensé. Mais du coup, le coût par âge au panier, il est beaucoup plus bas. C'est bon, l'écart, il n'est pas très gros, tu vois. Donc demande à ChatGPT, donne-lui les perfs du si c'est statistiquement significatif. Sinon, au bout d'un moment, tu verras que ça vient au feeling. Moi, j'aime bien, en fait, ça dépend de ton AOV, mais j'aime bien maximum 300 € sur une créa au total dans son set. Et après, c'est un peu au feeling. Et là, c'est dur à dire. Ok. Maintenant qu'on sait un peu plus comment analyser une créa, comment tu écris un bon script? Ouais, hyper dur à dire ça aussi. Il y a plein de règles. En fait, déjà, ça dépend du format que tu fais. Déjà, ça dépend du format. Donc, est-ce qu'on peut se focus sur un format où on fait des tips globales? Je pense qu'on fait des tips globaux et après, on ira sur un format. Quelques tips globaux qui viennent en tête. Déjà, il faut savoir à qui tu es en train de t'adresser pour savoir comment tu le dis, à qui tu le dis. Et à qui tu t'adresses, ça va aussi définir le rythme de ta vidéo, à quel point tu vas couper. Est-ce que un plan va durer 2 secondes ou plutôt chill? Ou est-ce que à chaque 2 secondes, il se passe quelque chose? Une règle générale qui peut être bien, c'est... là, je vais donner des règles qui peuvent s'appliquer partout un peu. Déjà, c'est bien connaître ta cible pour qui t'écris.
évidemment bien connaître son produit. Est-ce que ton hook, il fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que ton hook, il donne envie de regarder la suite? Est-ce que tu as joué sur la curiosité, sur de l'émotion ou quoi? Est-ce que juste en regardant ça, quelqu'un qui ne connaît pas ton produit, il a envie de regarder? Et pour ça, pose-toi la question si déjà tu es biaisé. Donc pose-toi la question d'un point de vue extérieur ou pose la question à quelqu'un. Tu dis, est-ce que si je dis ça en début de vidéo, ça te semble bien? Le mec, tu sondes un peu tes potes, tu vois. Écris ton script pour un enfant de 8-12 ans. Ça, c'est simple, tu envoies le script sur ChatGPT, tu lui dis reformule les trucs un peu compliqués. Toutes les notions un peu compliquées, facilite-les. Genre, toutes tes phrases compliquées, faut que tu les facilites, faut que tu les raccourcisses. Pas que raccourcir facilite, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un exemple concret? Vous l'avez bien fait chez 900, ça. Ouais, ça, on l'a très bien fait. Par exemple, genre, si ça, c'est un tube de dentifrice. Un tube de dentifrice, c'est rempli à 30% d'eau, 30% d'humectant, 30% de dentifrice. Si je te dis humectant, tu me dis, c'est quoi ça? Par contre, si je dis un tube de dentifrice, c'est ça d'eau. Je dis pas 30%, je dis ça d'eau. On voit visuellement. Ça d'humectant, c'est un produit qui empêche la pâte de sécher. Ou alors je te dis ça de produits chimiques, ça de dentifrice. Ou alors je te dis dans un tube de dentifrice, il y a ça d'eau et seulement ça de dentifrice. J'enlève l'humectant parce que c'est compliqué à comprendre. Tu vois? Tu essaies de dire comment j'explique des choses compliquées plus facilement. Faut pas faire des hooks en mode. Des fois, on a fait des pièges où on fait des calculs. Un gel douche, c'est 2,50 €. Le coût de production, c'est tant. La marge, c'est tant. La TVA, c'est tant. Il reste tant. Ouais, les gens, ils sont pas là pour faire des maths quand ils regardent leur feed, tu vois. Donc, facilite les choses concrètes. Faut vraiment qu'on puisse. Faut pas oublier que les gens, quand ils regardent les pubs, ils sont en train de faire quelque chose. Je suis là, je suis en train d'attendre que tu trouves une question, je regarde une pub. Mon cerveau est désactivé. Il faut que ça facile à comprendre. Toutes les notions un peu abstraites, essaie de les rendre plus concrètes. Un exercice qu'on aimait bien faire, c'est comment est-ce que je rends visuel quelque chose qui n'est pas visuel. Je reviens à l'exemple de tube dentifrice. Je pourrais dire un tube dentifrice, c'est 30% d'eau et seulement 30% de dentifrice. Je dis OK. Par contre, si je dis un tube dentifrice, c'est ça d'eau, ça de dentifrice, c'est mieux déjà, tu vois. Encore mieux, là, ils l'ont fait à 900 Care, c'est Émeric qui l'a fait. Tu prends un gros tube dentifrice, tu le coupes. Tu dis, dans un dentifrice, il y a seulement ça de dentifrice. C'est marrant, tu vois. On le rend visuel. Mais dès que tu as une notion, et que cette notion, elle te semble elle te semble trop abstraite, rends-la plus visuelle. Ou utilise des métaphores ou des référentiels communs. Exemple, c'est comme les rappeurs quand ils veulent faire des punchlines faciles, ils te disent comme. Je viens refroidir l'ambiance comme climatisation. Tu vois. Je viens te réveiller le matin comme les keufs à 6h du mat. Bah là, c'est pareil. Un gel douche, c'est rempli à 80% d'eau. C'est comme si tu achetais que de l'eau dans ton gel douche. Bah là, l'exemple il est nul, mais explique comme d'un truc. Genre, est-ce qu'on a un exemple? Genre, c'est quoi l'exemple parlant? Moi, j'aime bien le truc du déodorant là, avec le scotch. Il y a ça dans ton déodorant, donc c'est comme si tu mettais du scotch dans tes... Bah ça, c'est une façon de rendre le truc pour expliquer aux gens. C'est qu'on dit que... On peut dire... En fait, on s'est dit, OK, il faut parler des sels d'aluminium. Le sel d'aluminium, c'est un truc qui bouche les pores de ta peau et du coup qui t'empêche de transpirer. C'est ça qui empêche de transpirer. Mais c'est pas bon de ne pas transpirer. Donc je pourrais dire, dans ce déodorant, il y a du sel d'aluminium qui t'empêche de transpirer. Tu dis OK, mais bon, c'est un peu compliqué. Par contre, si je te dis, mets du déodorant, ça revient à mettre du scotch sous tes aisselles parce que ça t'empêche de transpirer à cause du sel d'aluminium là-dedans. C'est mieux, tu vois. Je dis, j'ai compris, tu vois. Donc c'est ça. Rends les choses compliquées faciles, explique-les plus facilement. Trouve des images pour illustrer ça. Rends les notions abstraites plus concrètes, comme on l'a fait là, en essayant des coms, des métaphores, des trucs comme ça, tu vois. Pense que le script il va être lu par un enfant de 12 ans ou par quelqu'un qui a totalement désactivé son cerveau. Oublie pas que les gens, ils n'ont pas tous le même niveau d'éducation que toi. Surtout, t'as beau être un ingénieur, physicien, je sais pas quoi, quand t'es sur ton téléphone, t'es pas là pour faire des calculs, tu veux juste faciliter les choses. Et en vrai, et après, du coup, connaître ton personnage, en fonction de ça, tu sais comment tu parles, tu sais quel rythme tu veux donner à ta vidéo. Et un autre truc, c'est que garde en tête ce que tu dois dire. Dis pas 40 choses dans une vidéo. Tu peux faire une vidéo que tu appelles Mashup, tu dis plein de choses. Mais généralement, fais le choix de ce que tu dois dire. Exemple, là, j'ai 2 idées qui viennent en tête. Déjà, choisis tes arguments. Choisis ce que tu dis. Tu vas pas dire 40 choses. Si tu sais que tu t'adresses à telle personne et que c'est problématique, c'est telle personne, tu vas lui dire 1, 2 et 6. Tu vas pas lui dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être que 4, 5, elle en a rien à foutre, elle. Donc à ça, sache à qui tu t'adresses pour savoir ce que tu vas lui dire et comment tu vas lui dire.
Et regarde si, des fois on peut facilement tomber sur ce piège, dans ce piège-là, regarde si ta créa, elle répond bien au hook et à la problématique de la personne. Je te donne un exemple. Je vais prendre le déo. Je peux faire un hook en disant que le sel d'aluminium, ça bouche ta peau, enfin ça bouche les pores de ta peau. Et après, je te parle de mon déodorant écologique. Tu vas me dire, mais attends, j'avais accroché pour le sel d'aluminium. Si je te fais les déodorants contiennent du sel d'aluminium et ça revient boucher les pores de ta peau, nous, on a créé des déodorants rechargeables. Dans ces pastilles-là, tu les mets dans ta bouteille, tu obtiens un déo. Je dis, mais c'est quoi le rapport? Tu vas pas bien pitcher le truc là. Par contre, si je te dis, le déodorant, il y a du sel d'aluminium et le sel d'aluminium, ça bouche les pores de ta peau, c'est pas bon. Nous, on a créé un déodorant sans sel d'aluminium. Avec ça, du coup, on ne bouge pas les pores de ta peau, on absorbe la transpiration. Là, je réponds à la problématique, tu vois. Et des fois, on peut l'oublier, ça. C'est tout con, mais en fait, il faut donner aux gens, dans la vidéo, la raison de pourquoi ils ont accroché. Et ça, c'est pour ça une erreur que les gens font, c'est qu'ils te donnent un truc dans le hook, et après, ils ne te donnent pas la suite. Du coup, tu te retrouves avec une créa qui hook. Peut-être qu'elle est divertissante, ta créa, les gens ont regardé, mais s'ils ont cliqué, ils n'ont pas acheté parce qu'en fait, tu les as accrochés en leur disant A, et finalement, ton site, il dit C, et tu n'as pas expliqué pourquoi il y avait la transition, tu vois. Ouais, voilà. Sinon, ça mériterait des vidéos à part, et par format, si on veut aller plus loin, mais là, je pense qu'il y a des tips intéressants. Ok. Et comment tu connais ton persona plus en détail, à part dans les clichés classiques? Justement, au début, tu pars dans les clichés. Et sinon, un truc que j'aime bien dire, c'est connais ton persona aussi bien que ton meilleur ami. T'as déjà entendu cette phrase? Je crois, ouais. En gros, je te donne un exemple. Ton meilleur ami, tu sais ce que tu vas lui dire pour l'amener au parc Astérix. Tu vas lui dire, il y a du soleil, s'il aime le soleil. Tu vas lui dire, il y aura des gens, il y aura des meufs, il y aura des potes. Il y aura de la bouffe. Je vais t'acheter un burger. Tu vas avoir des sensations fortes. Tu sais ce que tu vas dire en fonction de ce qu'il aime. Si tu connais ton client idéal aussi bien que ça, t'as tout gagné, tu vois. Comment tu fais? C'est la grande question. Et en gros, tu peux regarder... Au début, tu vas faire des recherches avec ce que tu as. Sur Internet, tes avis clients, sur les forums. Tu vas regarder qui dit ça, etc. Mais si tu as déjà des clients, le mieux, c'est de les appeler. Tu l'appelles, tu lui dis « Bonjour, j'ai envie d'apprendre à connaître mes clients. Est-ce que tu aurais 20 minutes pour que je te pose des questions et tout ?» Et tu poses des questions. C'est beaucoup 20 minutes. Ouais, moi, je l'ai déjà fait. On avait fait des mails et je prenais 30 minutes avec les personnes. Je leur posais plein de questions. Et en fait, tu regardes si tu es aligné avec ce que tu pensais être. Si tu n'as pas envie de les appeler, tu peux déjà regarder leur tête sur Facebook. Tu regardes leur tête, leur profil. Tu regardes comment ils parlent. Tu as déjà une idée du truc, tu vois. Là, j'ai notre client en tête, là. Quand tu regardes les commentaires, tu vois c'est qui la cible, tu vois. Comment ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils disent. Comment ils réagissent à tes bad buzz. Est-ce qu'ils rigolent. C'est quoi les blagues qu'ils font, etc. Est-ce qu'ils rigolent ou pas du tout. C'est bien, ça. Regarder les posts de la personne sur Facebook. C'est ça. Sur les forums, tu regardes ce qu'il est. Tu peux faire une petite ébauche avec ChatGPT, il va te faire un petit truc, mais qui va dans les clichés, et tu l'affines avec ça. Sinon, ce qui peut être bien, c'est que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est le client idéal pour toi. Tu le connais déjà, ton pote. Donc, tu fais en fonction de ça. En vrai, c'est ça. Le meilleur truc, c'est de les appeler, c'est de les connaître. Et au bout d'un moment, c'est toujours... quand tu regardes toujours les commentaires, tu regardes leur profil, tu sais déjà qui sont tes clients cibles, qui sont tes différents personas. Et quand tu testes des créas, que tu vois quel créa marche mieux, tu sais aussi. Donc, je pense que les avis clients, les profils Facebook, les commentaires, les gens dans ton entourage, etc. Et puis, tu as une bonne idée avec ça. On va faire une mini-partie que je vais essayer de répéter sur chaque podcast. En gros, ça va être un peu un deep dive, aller en profondeur sur un format. Okay. Je sais pas si tu te souviens, premier podcast, on a fait une tier list de tous les formats. Donc là, on va essayer de chaque podcast, aller sur un format et pendant 5-10 minutes, vraiment donner tous les tips pour que la personne qui va faire ce format demain, elle puisse le faire de la meilleure des manières. Okay. On va commencer avec un grand classique, les UGC. Comment tu fais un bon UGC? Comment tu fais un bon UGC? Déjà, si tu choisis le bon créateur. Comment tu choisis le bon créateur? Déjà, il faut qu'il soit pas trop cher. Moi, il y a un truc que j'appelle, c'est le charisme en vidéo. Et le charisme en vidéo, c'est juste, est-ce que la personne est expressive? Donc, tu vois, dans ton portefeuille, tu regardes si elle est... Tu le sens assez facilement. Tu regardes si elle est expressive, si elle est souriante et tout, si elle est jolie, ça aide encore plus. Si elle correspond à ton personnage, ça aide encore plus. Donc, tu regardes ça et comme ça, tu choisis ton bon créateur. Après, comment faire des bonnes UGC? Les UGC, elles se ressemblent toutes. Donc, pour moi, faire un bon UGC, c'est sortir, faire des choses un peu plus différentes. Fais des hooks visuels. Parce que les créas UGC de base, c'est facecam, c'est... Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'aime pas m'épiler. Des trucs comme ça, tu vois. Ou les épilations, ça fait mal. Fais des punchlines un peu plus originales, fais des trucs plus visuels. Pareil, genre, fais des trucs visuels, brûle quelque chose, jette quelque chose, fais des coulées de quelque chose. Genre, regarde un peu les créas des concurrents, les créas des Américains et tout, fais des trucs visuellement différents. Travaille bien ton hook.
En fonction de ta cible, regarde si tu as envie de faire un truc dynamique ou plutôt chill. Parce qu'en fait, tu peux faire des UGC chill, tu peux faire des UGC dynamiques. Des fois, il faut même faire un UGC classique pour que ça marche. En fait, il faut tester de tout. Mais pour faire un bon UGC, juste travaille bien tes hooks, cherche un bon créateur. Et en fait, sinon, ça revient. Tu reprends tous les tips de comment faire un bon script, connaître sa cible, etc. Ne pas raconter toute sa vie. Moi, ce que j'aime faire avec un UGC, c'est donner un script long. Et après, au montage, je vais sélectionner ce que je fais. Ça fait plusieurs vidéos. Donc, en fait, dans le script, je dis plusieurs choses. Tout ce que tu peux dire là. Et après, moi, je ferai le tri au montage. Ça me fera plusieurs vidéos. Et si tu trouves que ton UGC il est en plein dans la cible, donne-lui des instructions larges. Tu lui dis, OK, ça, c'est le concept. Je veux que tu me fasses des hooks comme ça. Sois plutôt précis sur les hooks parce que c'est important, la punchline, le visuel et tout. Et après, tu lui dis, explique ton retour d'expérience avec ça. Et voilà les points clés que tu dois dire. En fait, tu lui dis globalement ce qu'elle doit dire, mais pas comment elle doit le dire. Parce qu'en fait, il y a une différence entre écrire les mots et le dire à l'oral. Donc, je veux pas qu'elle lise. Je veux qu'elle dise, OK, dans le script, je dois dire que ça nettoie les oreilles, que depuis, je sens que mes oreilles sont propres et qu'elles sont légères. OK. Et après, elle va le dire comme elle veut, tu vois. Et du coup, si c'est une bonne créatrice, elle le fera bien. Mais c'est vrai que c'est un type, je crois pas que tu l'as dit, c'est en gros, lisez votre script comme si vous parlez à voix haute. Genre, faites attention, faut pas que ce soit trop... Je l'ai pas dit dans l'autre, ouais. Lis tes scripts à voix haute. C'est ça. De toute façon, c'est pas bon de lire un script dans une créa. Donc, faut pas hésiter à reformuler. Est-ce que j'ai d'autres tips là-dessus ? Non, pas pour l'UGC spécifiquement. Moi, j'aime justement quand je te dis qu'il faut essayer de faire des UGC différents. Les UGC de base, c'est dans ta chambre facecam, varie, change de plan, selfie, plan contre-plongée, plan comme ça, dehors, dans la rue, dans un magasin. Change un peu des plans, tu vois. Juste différencie-toi. On revient en base du marketing. Base du marketing, c'est juste se différencier. Du coup, si tout le monde dans ta niche fait des UGC, fais des UGC différents. Si tout le monde dans ta niche fait des UGC différents, fais des UGC classiques. Tu vois. Et teste différents formats d'UGC, des trucs longs, des trucs storytelling où tu te poses et tu racontes ta vie pendant 3 minutes, des formats problème-solution, des formats trend TikTok, des formats problème agitate solution, des trucs directement solution. Rien que dans le format UGC, en fait, t'as plein de formats différents. Plusieurs archétypes et tout, ouais. Le green screen aussi, qui est pas mal. Ouais, t'as plein de trucs. Et t'as fait un tweet il y a quelques temps. L'inflation a frappé fort le tarif des UGC. Ouais. Bah là, quand j'ai lancé mon agence, j'ai commencé à faire des créas UGC. Et moi, avant, j'étais chez 900K. Du coup, j'avais mon pôle de créatrice UGC avec qui je travaillais souvent. Elle me faisait des prix, je prenais plusieurs volumes et tout. Et je me souviens, je crois qu'à l'époque que je faisais du dropshipping, une vidéo UGC, c'était 50 € pour la faire tourner. Et là, quand j'ai cherché des créatrices, genre, moi, je me dis, je vais leur donner 150 € max. Max, tu vois. Et des meufs, elles me disent 200, 250. Juste pour tourner, hein. Je dis, waouh. Et en fait, du coup, ma tête, c'est 150 max. C'est-à-dire que c'est entre 100 et 150. La plupart, elles me disent, 150, ça va être dur, hein, je suis à 200, moi. C'est trop. Mais 150, pour moi, c'est le sweet spot. Ça reste cher, mais 150 € pour juste se tourner, parfois qu'elles soient bien, quoi. Il y a des filles qui n'ont aucune expérience, elles me disent 200 €. C'est chaud, quoi. Et oui, ça a touché. Enfin. Mais comment, du coup, tu essaies de trouver des UGC moins chers ou diminuer les prix ou essayer de te retrouver si t'as pas énormément de budget? Bah déjà, je leur dis mon max c'est tant et généralement ça correspond. Enfin, je sais pas si elles se laissent une marge ou quoi. Si t'as un bon produit, ça peut aider. Et après, quand tu leur prends du volume, genre, ça c'est simple, c'est une créa à 150, si elle veut pas, elle te dit 200. Tu lui dis, je vais t'en prendre 5 là. Donc est-ce que tu vas t'asseoir sur 150 x 5 ? Non. Là, bon, ok, je prends, tu vois. Après, c'est dur de faire ça quand tu l'as pas encore testé, donc je sais pas si. C'est vrai. Bah justement, tu peux dire ça, tu peux dire, ok, je te teste à 150. Si c'est bien, je t'en prendrai 5. Ce qui est vrai, tu vois. Et sinon, prends plein de créatrices et teste-en plein. Et tu gardes les meilleures. Le problème des créatrices, je sais, c'est qu'elles sont. Enfin, la plupart, elles sont instables. Il y a quelques pépites qui te font toujours du bon taf. Mais genre, il y en a une, elle va te faire un bon taf. Après, elle va être débordée. Elle va être en vacances. Elle va être moins réactif et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère toujours avoir mon équipe en interne et faire soi-même. Mais tu peux quand même te épauler sur quelques créateurs, mais ça va être assez instable, tu vois. Que tu penses que l'IA va remplacer et que ce métier va disparaître? Je pense qu'in fine, il y aura une technologie où on verra pas que c'est pas un humain. Et donc, ça remplacera les créateurs UGC, ouais. Mais on n'y est pas encore, pour l'instant, ça se voit. Mais quoi que je suis quand même étonné quand on fait des créas UGC que les gens voient pas que c'est... Enfin, des créas IA, les gens voient pas que c'est IA. Enfin, ça dépend de la cible. Je pense que sur notre client, là, eux, c'est des jeunes, c'est des geeks et tout. Ouais, ils se reconnaîtront. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, sur 900K, j'étais choqué. Je faisais des créas IA, aucun commentaire IA. Alors que ça se voyait. Hein. Après, peut-être que les gens, au fur et à mesure que c'est de l'IA, ils s'en foutent et ils commandent plus. Si ça va arriver. Peut-être, je sais pas. Mais non, là, c'était vraiment les débuts de l'IA. Et même moi, je me faisais avoir.
Quand je regardais une créa, je me disais, c'est pas. Je t'ai raconté cette histoire. Je sais plus. Je te raconte vite fait. Pour ça m'a choqué sur la qualité de l'IA, quoi. Et une collègue, elle avait fait une créa IA, genre, il y a Amérique qui pitchait un produit en podcast. On lui a changé ce qu'il disait, on lui a fait dire autre chose. Et à un moment, elle me parle des perfs de la créa. Je dis, vas-y, monte la créa et tout. Je lui dis, monte la créa IA. Et là, elle montre une créa. Je fais, non, mais pas la vraie, monte la IA. Elle me fait, c'est la IA. Je fais, arrête. Mais Jure. Arrête, je regarde. Ah ouais. c'était le visuel qui est modifié ou juste la voix La voix, il a jamais dit ça. Donc en fait, du coup, tout le lip sync était joué autour, tu vois. Et je me dis, attends, je me suis fait avoir de ouf, tu vois. Et j'ai bégayé, je suis là, jure. Ah ouais, c'est vrai et tout. Donc si on me l'avait pas dit, j'aurais pas vu que c'était pas une IA. Mais en plus, j'avais vu récemment sur YouTube, je sais plus qui en gros commençait à automatiser pour tout ce qui est genre personal brand. Tu fais une vidéo truc, tu reprends ça et du coup, avec de l'IA, tu peux faire dire n'importe quoi. Exactement. Tu veux dire 1 million de trucs. Et vu que sur TikTok, Insta, tu peux un peu spam, C'est vrai. t'as de 5-10 vidéos par jour. C'est vrai qu'en soi, je peux me faire dire ce que je veux, tu vois, tant que j'ai le script. Hmm. Peut-être on essaiera. Ça Peut-être dans peut la être- vidéo, il y aura un moment où c'est moi qui parle en IA. D'après toi, qu'est-ce qui empêche les marques françaises de se développer en termes d'ads? Déjà, je pense qu'il y en a encore certaines qui comprennent pas l'importance de la creative stratégie. Pour eux, elles font juste des créas et c'est tout, sans strat, sans réflexion, sans écosystème, sans rien. Mais il y en a quand même de moins en moins. En vrai, il y en a de plus en plus qui comprennent, mais il y en a encore quand même qui comprennent pas. Après, ceux qui comprennent, il y en a plein qui ont la flemme et qui se disent c'est cher, je sais pas comment faire et tout. Donc, je sais pas comment ils font. Peut-être ils procrastinent. Ils comprennent pas encore vraiment, ça peut être game changer. Ou alors ils se disent le prix à payer il est trop élevé, du coup ils font des créas, je sais, comme ils font depuis tout le temps. Et ceux qui comprennent et ne le font pas, en fait, il y en a plein qui se disent. Déjà, il y en a plein qui savent pas faire. Ils ont l'impression qu'il faut faire des GC, alors que le GC, c'est vraiment l'iceberg de la créa. Enfin, c'est la partie visible de la créa. Il y a plein de trucs en dessous, plein de formats qu'ils peuvent tester. Donc, je pense que la plupart des marques, elles ne testent pas assez de formats. Elles n'apprennent pas assez de ce qu'elles font, donc d'analyse. Elles n'itèrent pas ce qu'elles font pour essayer d'apprendre des choses. Et du coup, je reviens au format, elles innovent pas assez. Il y en a aussi certaines qui ont peur. Genre, j'ai fait plein de conventions, de conférences, d'événements et tout. À un moment, je me souviens, j'ai rencontré une meuf, je vais pas citer la marque quoi, mais en gros, elle travaillait pour un média. Je lui dis, hey, tu pourrais faire ça. Elle fait, ouais, mais attends, moi, je sais tout de suite, moi, il me laisse pas la liberté de faire ça. Elle me fait, dis-toi que si je souligne un truc en rouge, on va me dire non, pas rouge. Le rouge, ça fait danger. Je dis, mais tu te fous de ma gueule? Genre, le rouge, ça fait danger. Là, tu soulignes. Elle m'a montré l'image, elle fait là, tu vois là, j'ai pris un titre, j'ai souligné. On m'a mis 2 semaines à me dire non, c'est pas bon, pas rouge. Rouge, ça fait le danger. Et ça me rend fou. C'était une grosse marque. C'était un média, ouais, genre RTL, France Ok, FM. ouais. des trucs comme Après, j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués dans ce qui va être genre image de marque et pour eux, ça va être ultra important, ça, c'est quitte à limiter la créativité. ça, l'image de marque. Il y en a plein qui me disent je peux pas oser faire tout ce que tu fais parce que ça va impacter mon image de marque. Mais si ton image de marque, elle est impactée par une créa un peu drôle, elle est pas assez solide, ton image de marque. Genre, de base, après, ça dépend, je nuance quand même. Il y a des marques où vraiment c'est premium, faut pas faire de conneries. Mais il y en a, c'est un entre-deux, ils pourraient se permettre de faire plus large. En gros, l'image de marque, les gens, ils te découvrent avec une créa, mais après, ils découvrent tout le reste, les mails, le produit, le SAV, tout ça. C'est ça qui fait aussi l'image de marque. Même si la créa, c'est un point d'entrée, genre, en soi, et ça, pour ça, Émeric, il a une très bonne approche là-dessus, et je le respecte beaucoup parce qu'il y en a plein qui ne prendraient pas ce risque. Il me disait, fais une créa, si elle marche, on se posera la question de est-ce qu'il y a un problème avec l'image de marque, tu vois. Et en général, quand tu vois les chiffres, tu dis bon, ça va, c'est pas grave, tu vois. Quand vraiment c'est borderline, tu dis non, c'est bon. En l'occurrence, on a la chance, on est fun et tout pétillant et tout. Mais franchement, il y en a plein, ils se limitent trop alors que c'est une grosse erreur. Genre, ça te limite. Faut choisir ton image de marque ou plus d'argent. Mais après, encore une fois, je nuance. Il y a des marques, si tu cherches plus d'argent à court terme et que tu fumes ton image de marque, ça finit par dégringoler. Mais il y en a plein, j'ai vu, ils n'ont pas le bon milieu, quoi. Faites-vous plaisir, quoi. Si une créa marche bien, vous ferez en sorte qu'elle matche l'image de marque après. De toute façon, une créa qui ne marche pas, elle ne sera pas vue. Donc ça impacte rien du tout. Donc fais-toi plaisir. Et si ça marche, là tu changeras, tu essaieras de l'améliorer, mais tu as appris quelque chose, tu as vu quelque chose, tu vois. Ouais. Tu nous as parlé que tu vendais des formations. Donc tu arnaques des gens en leur vendant des informations qu'ils peuvent trouver en ligne gratuitement sur YouTube ou autre. Pourquoi tu fais ça? Ok, donc on parle de la formation, quoi. On parle de ceux qui disent que la formation, c'est une arnaque. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Je suis un gros scammer. Mais c'est de l'argent facile. C'est pour ça que tu vas aller à Dubaï. Exactement. Fais les gars, faut financer le Dubaï, les gars. En fait, oui,
Franchement, si t'es un mec qui a pas d'argent et qui a la dalle, vas-y, démerde-toi, fais-le tout seul, tu vois. Tu trouveras un moyen de te former, tu vois. Le problème, c'est qu'on l'a tous fait, c'est que quand tu payes une formation, tu fais plus attention à la formation que si tu l'avais eu gratuitement déjà. Donc rien qu'en fait, le fait de payer une information, tu l'apprends différemment. Et surtout pour ceux qui veulent pas se former en payant, ils peuvent se former à côté, mais en fait, ils vont mettre beaucoup plus de temps. Donc en fait, ça dépend de où est-ce que tu en es. Si tu as de l'argent et pas le temps, prends une formation. Par contre, oui, assure-toi que le formateur il soit bien, etc. Il y en a plein qui se font arnaquer, tu vois. Je parle pas des formations à 1000 balles qui sont éclatées. Je parle d'une formation qui est légitime, tu vois. Si t'as pas le temps, forme-toi. Si tu as le temps et que tu n'as pas d'argent, forme-toi tout seul, tu vois. Donc en soi, non, moi j'ai toujours vendu de la formation. Il y en a plein ceux qui disent tu vends de la formation, du coup tu fais part d'argent ou quoi. La formation, il faut comprendre que c'est juste un moyen de varier tes revenus. C'est une fois que ta formation elle est là, c'est du revenu qui rentre. Moi, c'est un truc personnellement que j'aime bien faire, qui est fatigant, mais que j'aime bien faire parce que tu apprends aux gens. Et en plus, dans mon cas, moi, ça rentre dans un écosystème. C'est-à-dire que j'ai une agence qui accompagne des marques à faire des pubs. Pour ça, il faut qu'il y ait des marques qui fassent des pubs. Donc idéalement, une marque, elle prend ma formation, elle fait des pubs, et quand elle a besoin d'aide, elle nous appelle. On fait pour lui, pour elle. À l'inverse, moi, quand je cherche des créatifs stratégistes, je vais leur envoyer ma formation et on se remet avec ça. Ou alors, il y a des gars qui viennent me voir et me font « Ruin, j'ai pris ta formation, maintenant je veux bosser avec toi ?» Donc en fait, c'est hyper rentable, tu vois, dans tout. Donc non, les gars, la formation, c'est pas de l'arnaque à condition que ce soit bien fait. Et Yomi a une très bonne formation. Il y a plein... Light Lab, c'est très bien. Après, il y en a qui abusent. Je les connais pas tous, en fait, mais il faut juste demander l'écho, il faut demander aux gens. Idéalement, tu demandes aux gens, tu demandes aux formateurs c'est qui tes clients et tu demandes aux clients est-ce que tu recommandes ou pas, simplement. C'est quoi les red flags d'une mauvaise formation ? Le problème, c'est qu'il faut y avoir accès pour la voir. Et si tu y as accès, c'est que c'est déjà trop tard. Et j'ai vu des dingueries. Il y a des mecs, juste en fait, ce qu'ils se contentent de faire, c'est juste reprendre des contenus de ricains et le traduire, sans apporter leur plus-value en plus. C'est juste des mecs qui n'ont pas d'expertise là-dessus. Ou alors, c'est des mecs qui ont peut-être une expertise, mais qui n'ont aucune pédagogie. Et ça se voit que c'est nul. Mais ça, en fait, le mieux, c'est de demander à des gens et tu demandes si tu recommandes ou pas. Un truc que j'avais appris il n'y a pas longtemps et c'est bien, c'est quand tu recrutes quelqu'un ou quand tu demandes l'avis à quelqu'un, tu lui demandes est-ce que si tu devais le refaire, tu le ferais ? En fait, si tu dis à quelqu'un est-ce que la formation, elle est bien, il n'a pas trop d'enjeu à te dire non. Par contre, si tu dis la formation, tu devais la racheter, est-ce que tu la rachèterais ? S'il te dit non, s'il te dit oui, je la rachèterais, et que toi, après, tu achètes la formation, tu vas avoir un jugement vers la personne et là, tu vas dire attends, mais lui, en fait, il prend des décisions de business de merde, il va acheter une formation qui est nulle. En gros, demander à quelqu'un est-ce que tu referais quelque chose ? Ou est-ce que tu ferais ça ? Est-ce que si tu es à la place, tu ferais ça ? Il va te donner une réponse qui va être différente parce qu'il va prendre en compte son jugement par rapport à toi. Je te donne un exemple. Tu as quelqu'un qui a travaillé pour une agence à côté. Tu as envie de la recruter. Imagine, toi, tu as travaillé avec Elodie. Elodie, elle veut postuler chez moi. Je te demande, est-ce que tu recommandes Elodie ? Tu vas me dire, ouais. Je vais dire, ok. Mais c'est vrai qu'Elodie, elle n'est pas géniale. Si je te posais la question de, si tu devais recruter Elodie, est-ce que tu la recruterais ? Là, tu vas plus réagir, dire, franchement, je ne suis pas sûr. Parce que si tu me dis oui, et que moi, je la recrute, et elle est nulle, je vais dire, mais Ryan, tu prends des décisions de business de merde, tu vois. Ouais, c'est un peu différent, une petite nuance comme ça. Ça m'avait aidé, ça. Donc, demander aux gens, est-ce qu'ils referaient ça ? Ok. Tu as fait un post sur LinkedIn et Twitter récemment en disant que tu allais faire un building public, building public d'une marque, Pure Pillow. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En gros, Pure Pillow, c'est il y a plusieurs semaines, non, moi, je sais pas combien de temps. En gros, je tombe sur une vidéo de Yomi où il a fait inviter des entrepreneurs et il y a un entrepreneur qui pouvait gagner de l'argent s'il avait des bons pitchs de produits, je sais pas quoi. Et il y a un gars, il pitchait trop bien, il s'appelle Rami, et il pitchait une tête d'oreiller en soie, enfin une tête d'oreiller. Il expliquait qu'en fait, toute sa vie, il a eu des boutons et qu'il a essayé plein de trucs, il a essayé de changer son hygiène, son alimentation, faire du sport, etc. Il n'y a rien qui a vraiment marché. Et un jour, sa mère, elle lui dit « Change ta tête d'oreiller tous les jours ». Et lui, du coup, il a changé sa tête d'oreiller tous les jours. Et au bout d'un mois, il n'avait plus de boutons. Et du coup, il s'est dit « Oh, il y a un truc à faire ici, là ». Et du coup, il a créé des têtes d'oreiller qui se changent plus facilement, qui sont de meilleure qualité, etc. Et le but de sa marque, c'est de dire ça. Et il a fait tester à des potes. Tous ses potes, au bout d'un mois, ils n'avaient plus de boutons au bout d'un mois. Et du coup, il a créé cette marque-là. Il a fait une grosse erreur, c'est qu'il a investi 150 000 € sur la marque et il lui reste plus de budget. 150 000 ouais. En fait, il a fait du stock, beaucoup de stock. C'est un malade. Ouais. Il a fait beaucoup de stock, il a payé un site cher, il a tout fait. Et il pensait que le bouche à oreille suffirait à faire des ventes. Il n'a pas d'expérience là-dedans, tu vois, il a d'autres business, tu vois. Et du coup, il se retrouve un peu dans la merde, tu vois. Et moi, à l'époque de la vidéo de Yomi Denzel, je lui avais un message juste pour dire vas-y, force à toi, c'est trop bien, tu vois. Et après, il m'a contacté, il m'a expliqué ce truc, il m'a dit écoute, il n'y a plus de budget, j'ai envie de faire des ads. Il m'a proposé un truc, il m'a dit est-ce que tu prendrais le risque de faire des ads avec moi,
qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, est-ce que tu voudrais rejoindre l'équipe ou quoi, tu vois. Moi, au début, je lui dis, attends, Rami, tu me demandes de faire tes ads gratuitement pour un truc que je sais même pas, il va marcher. Qu'est-ce que j'y gagne? Et du coup, on a trouvé un deal. C'est que je vais faire les ads pour Pure Pillow pendant 1 mois. C'est lui qui paye la diffusion des ads, mais c'est moi qui fais les ads à mes frais. Si ça marche au bout de 3 mois et si on a atteint un certain objectif, je prends des parts dans la boîte. Et j'ai le droit de documenter tout ce qui se passe. Du coup, je me dis, je vais documenter. Et je dis pas en mode c'est garanti, on va exploser. Il y a un gros point faible sur le produit, c'est que le but de Pure Pillow, c'est de dire ta tête d'oreiller, elle a 15 000 fois plus de bactéries, non, 17 000 fois plus de bactéries que la cuvette de tes toilettes. Donc en gros, tu dors tous les soirs sur une tête d'oreiller sale. Et c'est pour ça que tu as des boutons sur le visage. Change ta tête d'oreiller tous les jours et tu n'auras plus de boutons. Mais du coup, changer les têtes d'oreiller, c'est chiant. Moi, je te propose des thés qui se changent plus facilement. Sauf que la thé, elle coûte 15 € comparé à 2,50 € chez Ikea. Ah ouais. Et juste parce qu'elle se change plus facilement et parce qu'elle est plus quali. Mais le message de base de Pure Pillow, c'est de dire je change ma tête d'oreiller tous les jours. Bah, j'ai juste à acheter 7 têtes d'oreiller chez Ikea et les changer tous les jours. Ok, certes, ça va être un peu plus compliqué à faire que ta tête à toi, mais vu l'économie que je gagne, c'est plus rentable. Donc en gros, le défi, c'est de voir est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour une tête d'oreiller de meilleure qualité qui se change plus facilement. Plus facilement, oui. Meilleure qualité, je sais pas. Et ça, on va essayer de voir du coup. Et c'est le défi. Si on y arrive, masterclass, si les gens sont prêts à payer le prix masterclass, moi je pense qu'il y a une audience qui est prête à payer ce prix, mais pas tout le monde. Du coup, je pense que la marque, elle a une limite. Et justement, je vais voir c'est quoi cette limite. C'est quoi l'audience, tu penses? Il y en a plusieurs. Il y a soit la meuf qui a toujours eu des problèmes de peau et pour qui la cosmétique, l'hygiène ne suffit pas. Sa peau, elle est très réactive aux bactéries et tout, et du coup, elle doit changer sa tête d'oreiller tous les jours. Et elle change déjà sa tête d'oreiller tous les jours, mais ça lui prend la tête. Parce que c'est, tu vois, une tête d'oreiller, il faut tirer et tout. Les remettre, c'est chiant. Là, c'est un élastique, tu la mets comme ça. Tu vois, tu l'enveloppes, c'est rapide. Elle pourrait être intéressée. Deuxième audience, c'est des gens qui ont de la thune et qui veulent investir dans leur sommeil, qui veulent optimiser le moindre truc, tu vois. C'est un peu les deux audiences principales. Et après, il y a toutes les personnes qui ont des maladies genre eczéma, psoriasis, rosée, je sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois, qui ont des problèmes de peau et pour qui une tête d'oreiller de meilleure qualité à changer tous les jours, ça aiderait. Donc c'est un peu le défi, on va tout documenter, ça me donne beaucoup d'énergie. La semaine prochaine, on va à Lyon pour tourner. Oui, c'est vrai. Et on va voir ce que ça donne. Tu vas avec Rami, du coup? Ouais. Et si ça marche pas, je passe sur YouTube. Si ça marche, je passe sur YouTube quoi qu'il arrive. Mais en gros, vous verrez un peu le process et ce que ça donne, quoi. T'as réfléchi un peu à comment au script et tout ouais. Tu penses aller dans quel angle, du coup niveau Je vais faire des vidéos fondateurs avec Rami parce qu'il a quelque chose. Même s'il n'aime pas être en vidéo, c'est ça qui est marrant. Il n'aime pas être en vidéo, mais il a quelque chose. Il accepte pour... Ouais, okay. Mais il force beaucoup. Et après, on va faire des créas UGC. Podcast, je pense pas. Podcast, si, mais micro-trottoir, je pense pas. Et voilà. Au début, on va tester plein d'angles. J'ai plein d'angles différents à tester avec des statiques. Et après, on va double down sur les angles qui marchent le mieux. Explique plus en détail ça, je trouve ça intéressant, tester les différents angles. En gros, il y a plein d'angles différents. Je peux vendre à plusieurs personnes. Je peux vendre différents personas en tête. Ils auront ça dans la vidéo quand elle sortira. Il y a plein de personas et plein d'angles. Je peux te vendre la thé en disant qu'une thé d'oreiller, c'est sale, change ta thé tous les jours. Je peux te vendre la thé en disant une thé en coton, ça absorbe tes cosmétiques alors que tu mets 100 € de cosmétiques sur ton visage. C'est une métaphore, mais prends une thé qui n'absorbe pas ton cosmétique. Je peux dire le sommeil, c'est hyper important et tu passes ta vie à dormir sur une tête d'oreiller sale, prends une tête d'oreiller de meilleure qualité. Je peux dire plein de choses, tu vois. Et du coup, il faut voir qu'est-ce que je veux dire, à qui je veux dire. Je peux vendre ça à un mec comme moi qui veut juste prendre soin de sa peau et dormir sur un truc bien parce qu'il a les moyens. Je peux vendre à quelqu'un qui n'a pas trop les moyens mais qui sait que c'est super important parce qu'il a des problèmes de peau. Je peux vendre à quelqu'un, une meuf qui a les moyens parce qu'elle met du cosmétique hyper cher sur sa peau et elle veut que son acide hyaluronique la nuit soit hyper efficace, donc elle veut dormir sur un truc qui n'absorbe pas le cosmétique et tout. Je peux le vendre à une meuf qui a les cheveux bouclés en lui disant que le matin tu te réveilles tout ébouriffé parce que la nuit tes cheveux ils frottent sur une tête d'oreiller en coton et là avec la tête d'oreiller en soie ça va pas frotter, donc tu vas te réveiller belle gosse. Tu vois, je peux dire plein de choses, tu vois. Je peux dire à une maman qui n'a pas le temps de prendre soin de sa peau mais qui a de l'argent, je peux lui dire bah tu sais quoi, tu vas dors en étant belle parce que la tête d'oreiller elle va pas frotter, tu vas pas avoir le visage gonflé, tu vas pas avoir de rides, tu vas pas avoir de, tu vois, je veux dire énormément de choses. Et du coup il faut que je teste quel message je dois dire, à qui je dois le dire. Du coup je vais le tester en statique, je vais faire plein de statiques, combinaison persona 1, combinaison message 1,
combinaison persona 1, message 2, et ça. Tu vas faire exactement la même statique en changeant seulement la headline. Exactement. Ok. Pour que ça parle à différentes personnes, que ça dise différentes choses. On teste tout ça, on voit lesquels résonnent les mieux, et en fonction de ça, on fera les créas en vidéo en fonction des audiences, des messages qui ont mieux marché, tu vois. Ok. Moi, j'ai pensé que tu peux un peu essayer de le tourner en mode un peu à la 900, en mode les Oui. grandes industries veulent te vendre plein de trucs pour mettre sur ta peau Exactement. dans le maquillage, alors qu'il faut juste. Après, c'est un peu plus. En l'occurrence, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre Oui. soin de sa peau et ça. Mais en gros, oui, je peux dire ça en mode. Pas Même trop. si tu le tournes en mode les grandes industries ne veulent pas que tu saches ça, parce que tu arrêterais d'acheter leurs produits, ça peut être intéressant. Pourquoi? Mais en fait, les T, elles sont complémentaires à tout ça. En gros, faire entre guillemets un angle où tu vas à la 900 ou quoi, dire les géants de l'industrie, tout ce qui est Big Pharma, la beauté, etc., ne veulent pas que tu saches ça parce que ça va leur faire perdre de l'argent parce qu'ils pourront pas te vendre des produits je vois ce que tu veux cosmétiques. Mais en l'occurrence, je peux pas parce que Rami m'expliquait que la tête d'oreiller, c'est 50% de tes boutons, enfin de ton résultat. L'autre 50%, c'est ta skincare, Oui, mais ça marche quand même, du coup. ton hygiène. Non, pas trop, parce qu'il m'expliquait qu'il faut une base et après, Pure Pillow, ça vient compléter. Ok, ouais. En fait, tu as de meilleurs résultats. Dernière section, on va passer aux questions des abonnés. Allez, c'est les questions des abonnés. T'as Sally qui nous dit: t'admires qui dans le milieu du e-com ads secrètement? Il y a un mec qui s'appelle Ruin Sama, il fait des bonnes créas, il est vraiment pas mal. Admirer, c'est un bien grand mot, mais je veux dire les personnes que je kiffe. J'aime beaucoup le fondateur d'Horace pour la marque qu'il a créée. J'aime beaucoup l'équipe derrière Boku. C'est-à-dire, il y a William, c'est le plus connu, mais il y a d'autres gens derrière et je les aime beaucoup. J'ai bien aimé le taf de Lily Skin. Pas admiré, mais j'aime bien, beaucoup. Après, il y a plein de petits entrepreneurs qu'on connaît pas, mais qui font des trucs bien. En vrai, il y a pas grand monde, des gens que j'admire dans le milieu de l'e-com. Alors, il n'y a pas grand monde que j'admire, genre en mode. Des gens que j'aime bien, là, ceux que j'ai cités là. Et US. Les gens que j'aime bien, je les ai cités genre Alex Cooper, Dara Denis, Savannah Sanchez. Dara Denis et Alex Cooper, je les aime bien. C'est mes préférés. Mais personne, je me dis, waouh. Après, si, il y a Dave Fogarty, mais de moins en moins maintenant. Enfin, moi, je suis moins. Et tu vois, il a fait des hoodies, il a fait plein de marques comme ça. Mais non, pas grand monde, je me dis, waouh. Ok, prochaine question. Est-ce que tu as des unpopular opinions sur les DNVB françaises? Oula, alors déjà, un unpopular opinion, c'est une opinion que tout le monde n'est pas d'accord avec. Ouais. Donc un truc surcoté. J'ai pas un truc, mais j'ai un truc qui vient en tête. C'est que les gens aiment beaucoup critiquer les marques qui lèvent des fonds. Ouais, en mode c'est facile. Voilà. Les gens, ils se disent, tu lèves des fonds, mais en fait, t'es pas rentable. Mais en fait, ils comprennent pas le business. Genre, en fait, une marque, elle lève des fonds pour mettre une longueur d'avance à tous ses concurrents. Ça, c'est une raison une. Ou parce que leur business model fait que ils ont besoin de survivre un certain temps avant d'être rentables. Je prends l'exemple de 900 Care. Il y a plein de potes qui me disent 900 Care, ils lèvent des fonds, ils sont pas rentables. Tu vois. En effet, si tu peux commencer dès le début en étant rentable, c'est trop bien. En fait, 900 Care, déjà, il y a des investissements. Donc, c'est obligé d'avoir un capital de départ, un truc de départ. Et surtout, qu'on vend des gels douche à 2,50 €. Et c'est par abonnement. Donc, en fait, j'ai un truc dans l'œil. En fait, ils ont le choix entre soit vendre un gel douche à 10 € et être rentable petit à petit, et après baisser les prix, et attendre longtemps avant d'être rentable. Alors, vraiment hyper longtemps parce que ça doit s'accumuler. Enfin non, pardon, être rentable dès le début parce que tu vends le truc assez cher. Okay, ouais. Mais en fait, t'as pas beaucoup d'argent, donc tu mets du temps avant d'avoir du gros volume. Et puis même tu le vends moins parce qu'il est plus cher. Exactement, déjà tu le vends moins. Et en fait, tu t'exposes à ce qu'il y a un jour, il y a un mec qui un mec qui a beaucoup plus d'argent que toi, et disent allez, hop, je prends ton truc, je le vends maintenant. Écoute, concurrence, tu vois. Ou alors tu lèves des fonds, tu mets direct une grosse équipe en place et tu bombardes lourd. Donc t'es pas rentable, parce que tu as levé des fonds, tu vas vite, tu as investi, etc. Mais au bout d'un moment, ça s'accumule et il y a un palier au bout d'un moment où tu es rentable ou non. Et en fait, les gens qui investissent, ils sont au courant de ça. Genre, sur 10 boîtes, il y en a une qui va marcher et le reste, ils vont perdre de l'argent. Mais en fait, la boîte qui marche, elle marche tellement qu'elle rentabilise tout le reste. Donc en fait, c'est un business model c'est normal de... les gens disent tu lèves des fonds, mais t'es pas rentable, tu vas que cracher, tu fais que survivre. Oui, c'est le but. En fait, ça te fait gagner du temps. Enfin, ça te permet de survivre un certain temps avant de voir si tu arrives à atteindre ton objectif ou non, tu vois. Mais déjà, les gens qui mettent des millions d'euros, ils sont intelligents. Ils mettent pas des millions d'euros comme ça. Hein. Donc il y a ça. Ça, c'était le message à tous ceux qui me disent ça. Mais du coup, tu as investi dans des boîtes Moi, non.
Là, non. Pour l'instant, je suis sur autre chose. C'est trop risqué. En fait, je pense que vraiment, quand tu as un gros capital, oui, tu peux mettre une partie de ton truc dans des boîtes. Mais si on a des BSPCE chez 900, c'est une sorte de part. Ok. Mais sinon, non. Ok, dernière question de Sally encore. Quel est ton plus grand flop? En termes de créa, Je pense, ouais. après, j'en ai fait plein. J'ai pas de grands flops, j'en ai plein, des flops. Hmm. Mais C'est je pense normal. qu'il se dit un flop où j'ai mis genre de l'énergie, du temps et ça a absolument pas marché. Hmm. Bah, j'en ai pas, je crois. Des trucs où j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie. Il y en a un qui a flop de fou. Non, il y a plein de trucs où tu mets un peu d'énergie, mais on a eu la chance d'avoir une approche où on va vite et on met pas beaucoup. Et si ça rate, bah, c'est pas très grave, c'était normal. Hmm. Il y a pas de... J'ai pas de gros flop. On a fait, là, je sais pas si t'as vu un peu les... Je sais pas si t'as vu, mais peut-être ils ont vu les cracks bien réalisés. Genre, il y a des cracks qu'on a vraiment mis du temps à réaliser et on a investi là-dessus. Non, je peux. Mais genre, c'était des trucs hyper drôles et tout, bien faits, tout, genre des parodies de Matrix, des parodies de Thor, Ouais, etc., moi, ce que tu je vois. me disais, je me suis dit que si la créa marche pas, t'as tellement investi pour ça Ouais. que c'est pas Et bah, ça a rentable. pas tant marché que ça, mais ça a pas flop complet. Mais en fait, on a réussi à pas investir tant que ça. Donc en fait, l'équilibre, de base, je sais pas, tu payes 10 000 € une vidéo comme ça, nous on l'a payé beaucoup moins. On l'a fait pour beaucoup plus rapidement. Et elle a marché pas tant que ça, mais pas dégueulasse non plus. Tu vois, elle a le bonne équipe, tu vois. Pas assez pour qu'on dise on continue, genre c'était là, tu vois. Pas assez pour qu'on dise qu'on continue, mais ça valait le coup de le tester. C'était marrant à faire, on a appris des choses, on a renforcé un peu le branding. Mais sinon, il n'y a pas de gros flop. Il y a des trucs comme ça que vous avez fait qui ont bien marché. Genre... En termes de conversion ou... Ouais. Bah, le sketch fake humoriste. Ah, mais un truc qui demande genre de l'investissement. Non, franchement, les créas, généralement, elles ne demandent pas trop d'investissement que ça. Franchement, le truc qui m'a coûté le plus cher à faire, qui a bien marché, c'est le fake stand-up. Et il m'a pas coûté tant que ça. Ouais. Même Comme quoi, pas, avec un iPhone. Ouais, grave. Mais il y a plusieurs caméras. Ça a juste demandé Ouais. du temps, par contre, et le temps, du coup, c'est aussi de l'argent. Mais sinon, des trucs chers qui ont marché, tu veux dire? Hmm. Non. Il n'y a aucune. Enfin, il y a que ces créas-là qui ont high production. Et du coup, ils ont moyennement marché, tu vois. Ok, bah c'est good pour moi pour cet épisode. Trop bien, merci Ryan. De rien. Les gars, comme d'hab, like, commentaire pour nous soutenir. Dites-nous ce que vous avez pensé du commentaire. Enfin, pardon, je suis fatigué. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Donnez-nous des idées de questions quoi pour qu'on continue de vous donner de la valeur et donner de la force tout simplement. Les gars, disparition.